Mariam avait quitté son pays sans se retourner, le cœur serré d'une pauvreté qu'elle n'avait pas choisie. Elle avait laissé derrière elle une mère malade, 2 jeunes sœurs encore trop fragiles pour affronter le monde, et une maison qui tremblait sous chaque saison de pluie. À l'aéroport, elle s'était promis que ce sacrifice ne serait pas inutile. Elle ne venait pas chercher la fortune, elle venait chercher la possibilité. Quand l'avion atterrit à Dubaï, la chaleur la frappa comme un mur vivant. L'air sentait le sable et le luxe, un mélange étrange de brutalité et de perfection. Les immeubles dressés comme des géants d'acier étincelaient au soleil comme pour annoncer « Ici, tout est grand jusqu'à la solitude ». Elle trouva un emploi dans un hôtel 5 étoiles, au service ménager. Chaque matin, elle traversait le hall parfumé à l'oud, sous les lustres de cristal qui coûtaient plus cher que la maison où elle avait grandi. Elle nettoyait des chambres où les oreillers étaient plus doux que ses rêves d'enfant. Elle changeait les draps froissés par l'insouciance des riches, puis elle s'effaçait, comme si sa présence n'était qu'une ombre disciplinée. Pourtant, malgré la fatigue, elle restait droite. Ses gestes étaient précis, respectueux. Sa dignité brillait même dans le silence. Beaucoup la voyaient travailler, peu la regardaient vraiment. Les soirées étaient les plus difficiles. Après 11 ou 12 heures debout, Mariam rejoignait la chambre qu'elle partageait dans un dortoir pour employés. Elle y appelait parfois sa mère, cachant ses larmes derrière une voix forte et rassurante. « Ça va, maman, je tiens. » Elle mentait pour la protéger, comme on met un toit sur ce qui n'a plus de mur. Un soir, alors qu'elle terminait son service, on la rappela pour une suite de prestige. Un client avait quitté les lieux à la hâte. Il fallait remettre la chambre en ordre avant le prochain. Elle y monta, épuisée, le dos douloureux, les mains sèches d'avoir frotté sans cesse. Quand elle poussa la porte, elle crut la pièce vide. Mais un homme se tenait encore sur le balcon, immobile, contemplant la ville noyée dans les lumières. Ses traits étaient calmes, raffinés, le visage à moitié éclairé par les reflets de la baie vitrée. Il se retourna en entendant la porte. Elle s'excusa, confuse, croyant s'être trompée. « Vous pouvez entrer, dit-il doucement. Ce n'est pas une erreur. » Il la regarda avec une attention rare, presque troublante. Pas d'arrogance, pas de condescendance. Juste, de l'humanité. Elle baissa légèrement les yeux, par réflexe, habituée à n'exister qu'en silence. « Vous venez de loin, n'est-ce pas » demanda-t-il. Elle hésita. Les clients ne posaient jamais ce genre de questions. « Oui », répondit-elle simplement. Il hocha la tête, comme si cette seule réponse suffisait à comprendre 1000 choses. « Le travail est dur ici. » Cette phrase, dite calmement, sans pitié ni curiosité déplacée, fut pour elle comme un baume imprévu. C'était la première fois, depuis des mois, qu'une personne voyait sa fatigue, sans la juger. Avant de partir, il lui adressa un regard discret mais sincère. Elle sentit quelque chose bouger, infime, dans la partie d'elle-même qu'elle croyait devenue pierre, le sentiment d'être considérée. Elle referma la porte derrière elle, troublée. Elle ne savait pas encore que ce regard serait le point de départ, non pas d'un conte de fées, mais d'un chemin où l'amour se confondrait avec le piège le plus doux. Les jours suivants, Mariam tenta d'oublier cette rencontre. Elle se répétait que ce n'était rien, juste un client poli, rien de plus. Dans cet hôtel, tout ce qui brille finit par s'éteindre, disait souvent l'une de ses collègues. Pourtant, ce regard était resté en elle, comme une lumière discrète allumée dans un couloir trop sombre. Elle le revit 3 jours plus tard. Il était assis dans le hall, un café à la main, le téléphone posé devant lui mais ignoré. Lorsqu'elle passa, il leva les yeux vers elle, et cette fois il lui sourit, un sourire calme, sans intention, presque humble. Elle sentit son cœur hésiter. Elle n'était pas habituée à être vue autrement que comme un uniforme. Il s'appelait Fari. Elle l'apprit lorsqu'il déposa un petit mot à l'accueil pour elle. « Merci pour votre service. » Fari. Rien de plus. Et pourtant, ce feuillet minuscule pesa dans sa poche plus que tout l'or des bracelets qu'elle lustrait chaque matin sur les tables basses des chambres royales. Les conversations commencèrent timidement. De simples salutations d'abord. Puis quelques phrases. Une fois, en fin de service, il lui demanda si elle avait le droit de prendre une pause. Elle hésita avant d'accepter. Ils s'assirent sur une terrasse discrète, où la brise du soir venait apaiser la lourdeur du jour. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Elle répondit après un silence. « Pour survivre. » Il la regarda longtemps, comme si ce mot contenait une histoire entière. Les jours devinrent semaines, et Fari revint régulièrement. Il n'achetait ni luxe ni spectacle pour la séduire.
Il offrait quelque chose de beaucoup plus précieux, de l'attention. Il lui posait des questions sur son pays, sur son enfance, sur ce qu'elle voulait devenir. Personne ne lui avait demandé cela depuis très longtemps. Il ne voyait ni sa couleur, ni sa condition, il voyait sa présence, son être. Mariam se méfiait pourtant de ses propres sentiments. Elle s'était construit une armure faite de prudence. Les illusions, elle en avait vu briser plus d'une. Mais Farid avait un langage rare, celui de la douceur. Son regard ne cherchait pas à prendre, mais à comprendre. Et cela, dans un monde où elle devait toujours se justifier, ressemblait à une caresse. Peu à peu, elle commença à attendre ses visites sans se l'avouer. Son cœur se surprenait à battre plus vite lorsqu'elle apercevait sa silhouette dans le hall. Elle craignait de rêver, mais ses rêves ne demandaient rien, sinon la permission de respirer. Un soir, après sa prière, il lui dit « Vous méritez plus que ce que le monde vous a donné. » Elle baissa les yeux. « Le monde ne donne rien gratuitement. »« Alors je veux être l'exception, » répondit-il. Ce fut la première fissure dans son armure. Elle ne comprit pas encore que les plus belles promesses sont parfois celles qui aveuglent le mieux. Elle croyait rencontrer un horizon. Elle entrait déjà dans un destin. Ce soir-là, en rentrant au dortoir, elle réalisa qu'elle avait souri, spontanément. Elle se sentit vivante, presque légère, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en elle après des mois sans air. Elle s'endormit avec une sensation rare. Non pas la certitude d'être aimée, mais l'impression enfin d'être possible. Le jour du mariage arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Il ne lui offrit pas une cérémonie somptueuse, mais une union discrète, pour éviter les regards, disait-il. Mariam n'y vit aucun signe d'ombre. Au contraire, elle pensa que c'était une forme de pudeur, de sincérité, comme ces choses que l'on protège parce qu'elles sont trop précieuses pour être exhibées. Elle déménagea de son dortoir vers sa nouvelle maison. Une villa spacieuse, marbre silencieux, porte haute, tapis épais où les pas disparaissent comme les murmures. La première nuit, elle crut toucher l'apaisement. Elle posa ses mains sur les murs et pensa « C'est donc ça, être en sécurité ». Elle se sentit enfin sortie de la survie. Farid lui promit « Tu n'auras plus à servir personne ». Elle le crut. Mais ce qui ressemblait à une protection devint bientôt une frontière. D'abord, il lui demanda de quitter son emploi. « Par respect, disait-il. Mon épouse ne doit plus nettoyer les traces de la vie des autres. » Cela sonna noble, presque chevaleresque. Mariam accepta, pensant qu'elle venait de gagner une dignité nouvelle. Mais le lendemain, lorsqu'elle voulut envoyer un peu d'argent à sa mère, elle découvrit que tout dépendait désormais de lui, de son autorisation, de sa générosité, de son humeur. Puis il voulut qu'elle ne sorte plus seule. « Ce pays n'est pas tendre avec les femmes étrangères, expliqua-t-il. Elle y vit d'abord de la protection, peut-être même de l'amour. Mais les semaines suivantes, les sorties se firent rares, puis inexistantes. Le monde extérieur devint soudain, interdit. Même sa façon de s'habiller changea. Il ne commentait pas, il corrigeait. C'est trop voyant. Ce n'est pas digne. Ici, on couvre ce que l'on respecte. Les conseils se firent directives. Les directives devinrent règles. Les règles devinrent menaces silencieuses, écrites dans l'air. La maison, vaste et luxueuse, commença à rétrécir. Les pièces sans bruit ressemblaient à des couloirs d'écho. Elle s'y sentait comme une femme enfermée dans un bijou trop précieux pour être porté. Un soir, elle descendit pour dîner et trouva la famille de Farid installée au salon. Elle salua respectueusement. Les regards qui se posèrent sur elle étaient polis, mais glacés, analysant plus qu'accueillants. Une belle sœur murmura « Elle vient d'où ?» Une autre répondit « Afrique ». Personne ne dit son nom. Lorsqu'elle tenta de participer à la conversation, on l'interrompit subtilement, comme si sa voix était un bruit indésirable dans le décor. Elle comprit pas immédiatement, mais profondément qu'elle était tolérée, pas acceptée. Plus tard, seule dans la chambre, elle sentit la première vraie fissure. Ce n'était pas la solitude du dortoir. C'était une solitude dorée, une solitude scellée. Farid, lui, était devenu un autre homme. Plus sec, plus distant. Il ne la consultait plus, ne la regardait presque plus. L'attention tendre avait fait place à une autorité tranquille, presque douce, cette douceur dangereuse qui ne crie pas, mais qui enferme. Un soir, elle trouva le courage de lui demander « Farid, pourquoi ai-je l'impression que tout se ferme autour de moi ?» Il répondit sans lever les yeux. « Tout se ferme parce que désormais, tu m'appartiens. »
Ce fut le début de son réveil. Ce fut aussi le commencement de sa chute. Elle comprit que le palais n'était pas un refuge. C'était une cage avec des murs qui brillaient. Les jours devinrent des semaines, et les semaines cessèrent d'avoir un nom. Le temps n'était plus un fil qui avançait, mais un cercle fermé dans lequel elle tournait sans horizon. Mariam vivait dans un palais, mais elle n'avait plus de monde. La villa avait des fenêtres immenses mais aucune ouverture. Elle respirait, mais elle ne vivait plus. Elle commença à sentir une étrange sensation en elle, non pas la colère, ni même la tristesse, mais une disparition progressive. Comme si chaque jour, une petite partie de son ancienne identité glissait hors d'elle, fondait, s'effaçait sans bruit. Elle évitait de se regarder dans le miroir. Le jour où elle osa le faire, elle fut frappée par une évidence douloureuse. Ce n'était plus son visage. C'était l'ombre d'une femme disciplinée, polie, silencieuse, apprivoisée. Elle se demanda quand exactement elle avait cessé de rire. Puis quand elle avait parlé pour la dernière fois de quelque chose qui venait d'elle, et non d'une permission. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise dans le noir, le cœur lourd mais clair. Pour la première fois depuis longtemps, elle pensa non plus à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'on essayait de lui voler, sa souveraineté intérieure. Ce fut le début du retour. Le lendemain, elle demanda à Faris si elle pouvait appeler sa mère. Il répondit avec lassitude. Demain. Demain devint après-demain. Après-demain devint silence. Alors elle comprit qu'on l'isolait non pour la protéger, mais pour la couper de tout ce qui pouvait lui rappeler qu'elle avait existé avant lui. Alors elle se mit à reconstruire, paisiblement, secrètement, comme une femme qui recoud son âme en fil invisible. Elle recommença à lire des livres en ligne, en cachette, sur un vieux téléphone secret qu'elle avait conservé au fond d'une valise. Elle lut sur les droits des femmes migrantes, sur les lois de résidence, sur les associations discrètes qui aident celles qui disparaissent derrière les murs polis des quartiers riches. Elle recommença à écrire des fragments de pensées, des souvenirs, des promesses qu'elle se faisait à elle-même pour ne pas retomber dans l'oubli intérieur. Des phrases courtes, mais vivantes. Comme un souffle qui revient. Elle retrouva une ancienne collègue, par un message chiffré, qui lui répondit « Tu n'es pas seule. Reste debout. » Ce simple mot « debout » fut comme une braise rallumée. Elle apprit à observer Faris, non comme une épouse amoureuse, mais comme une femme qui reconnaît sa propre prison. Elle sut repérer les moments où il la surveillait, les heures où il sortait, les jours où il la croyait docile. Elle commença à économiser discrètement, pièce par pièce, en vendant certains bijoux offerts qu'elle avait reçus mais qui, ironiquement, n'étaient que symboles d'enfermement. Elle plaça l'argent hors de sa portée, dans un réseau d'entraide qu'elle avait découvert. Elle comprit alors une vérité simple, mais puissante. Ce n'était pas l'amour qui l'avait enfermée. C'était l'illusion. Et les illusions, quand elles se fissurent, laissent apparaître un ciel neuf. Un soir, en silence, elle posa la main sur sa poitrine et murmura « Je suis encore là ». Ce fut la première victoire. Ce ne fut pas un cri. Ce ne fut pas une fuite. Ce fut une renaissance intérieure. Ce soir-là, Mariam ne retrouva pas sa liberté. Mais elle retrouva quelque chose d'encore plus précieux. La mémoire de sa propre force. Le courage ne vient jamais d'un seul coup. Il s'accumule, goutte après goutte, jusqu'à devenir marée. Chez Mariam, cette marée grandissait désormais en silence. Elle ne priait plus pour survivre, elle priait pour se relever. Et à mesure qu'elle retrouvait sa voix intérieure, les murs de la villa cessaient d'être des murs. Ils devenaient un rappel, un argument, un refus. Elle observait Faris différemment. Là où son cœur cherchait autrefois de la tendresse, elle ne voyait plus qu'un verrou. Il contrôlait, surveillait, décidait et croyait aimer parce qu'il possédait. Mais l'amour n'est pas une cage, se répétait-elle. L'amour ouvre. Lui, il fermait tout. Un soir, à table, elle osa briser le silence. Je veux reprendre un travail. Le regard de Faris se durcit. Impossible. Ma femme n'a pas besoin de travailler. Ta femme ou ton ombre? Les mots avaient franchi ses lèvres sans qu'elle ne les retienne. Il resta figé, surpris de ce ton qu'elle n'avait plus depuis longtemps. Ce fut la première fissure à voix haute. Les jours suivants, il tenta de resserrer l'étau. Il resta davantage à la maison. Il devint soupçonneux. Il fouillait ses questions comme on fouille une blessure. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il arrivait trop tard. Elle ne lui appartenait déjà plus intérieurement. Le plan était prêt depuis des semaines. Il ne lui manquait qu'une date. Elle choisit l'aube. Un matin,
Avant que la ville ne s'éveille, avant que Farid n'ouvre les yeux, elle se leva sans bruit. Le cœur battait vite, non pas de peur, mais de certitude. Elle enfila une abaya simple, prit un sac léger, documents essentiels, téléphone secret, un peu d'argent, et son dernier bijou, pas celui qu'il lui avait offert, mais celui qu'elle avait apporté de chez elle, symbole de la femme qu'elle était avant. Avant d'ouvrir la porte, elle se retourna un instant. Elle regarda ces murs qui avaient essayé de la rendre invisible. Elle ne ressentait aucune haine. Seulement, la faim. Une faim nécessaire. Elle marcha doucement jusqu'au portail. Le soleil n'était pas encore levé. Le ciel était d'un bleu profond, presque noir comme le silence qui précède la délivrance. En traversant, elle sentit quelque chose se briser derrière elle. Ce n'était pas un lien, c'était une illusion. Un taxi l'attendait au coin de la rue, appelé par une femme du réseau d'entraide qu'elle avait discrètement rejoint. Le chauffeur ne posa aucune question. Il regarda simplement ses yeux et il lut suffisamment. En arrivant à l'adresse indiquée, un centre discret tenu par d'anciennes travailleuses devenues conseillères, elle fut accueillie par une femme qui lui dit simplement « Tu as survécu. Maintenant, tu vas vivre. » Ces mots la traversèrent comme une délivrance. Ce jour-là, Mariam ne fut pas un mari. Elle quitta sa cage. Elle ne perdit rien. Elle se retrouva. Plus tard, bien plus tard, lorsque sa vie serait stable et que ses pas ne trembleraient plus, elle raconterait peut-être son histoire. Non pour exposer sa douleur, mais pour tendre une clé à celle qui, comme elle, se croyait enfermée. Parce que la liberté, parfois, ne commence pas lorsqu'on ouvre une porte, mais lorsqu'on se souvient qu'on a encore des ailes. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres récits profonds et vrais. Dis-moi aussi en commentaire. Tu me suis depuis quel pays? J'ai envie de te lire, toi.